Je me lance, si on me permet. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à ce que disait Monsieur Soseki. C'est dans les mangas japonais, contrairement à la BD française, les onomatopées ne sont pas seulement là pour bruiter une action. Donc par exemple, il va y avoir clic, bing, comme dans les mangas, comme dans les bandes dessinées françaises, mais il va y avoir aussi des bruitages d'intention. Par exemple, il y a beaucoup de mangas où quand le méchant arrive, au-dessus du méchant, il y a écrit tadam. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficilement traduisible en français. Donc c'est une onomatopée. Est-ce qu'il faut l'effacer? Est-ce qu'il faut écrire en français tadam? C'est bizarre. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, il y a des onomatopées qui n'ont pas de raison d'être en français. Et ça, c'est un des premiers problèmes quand on adapte, forcément. C'est qu'il y a des choses qui n'existent pas chez nous, qu'il va falloir transformer pour que ça ait l'air plus ou moins naturel. Personnellement, la traduction n'est pas mon métier. J'ai fait néanmoins un certain nombre d'essais en binôme avec mon épouse qui est japonaise, qui traduit. Moi, je faisais de l'adaptation. Les onomatopées ont toujours été le principal casse-tête. L'onomatopée du silence, il y a une onomatopée qui signifie qu'on n'entend rien. Alors qu'est-ce que vous faites en japonais? Qu'est-ce que vous faites pour la traduire? Il y a des onomatopées qui effectivement désignent des actions, et pas vraiment un bruit. Par exemple, j'ai trouvé cette onomatopée-là c'était une cérémonie du thé, c'était le glissement du bol sur le tatami, qu'on poussait sur le tatami. Qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent une des solutions, c'est pas la seule, peut-être on écrit glisse, qui évoque aussi d'ailleurs le bruit dans glisse. Ou bien je me souviens d'une onomatopée qui avait une femme qui fouillait dans son sac. Ça faisait je sais pas quoi, fouchou fouchou. Bon, on a mis fouille. Bon. C'est une solution assez classique, mais le japonais est abominablement riche en onomatopées. Par exemple, un autre problème, c'est les bruits de foule. Vous n'avez pas le même bruit pour la foule qui s'assemble, pour une foule en train de se rassembler, pour une foule qui est inquiète, pour une foule qui est joyeuse. C'est des onomatopées différentes en japonais. Et généralement, le bon traducteur français se sortira d'affaire en écrivant brouhaha, ce qui est aussi une onomatopée d'ailleurs. Mais ça, c'est un vrai casse-tête, l'onomatopée. Si je puis me permettre, il me vient à l'idée une petite question toute bête, qu'on peut peut-être se poser du coup, maintenant qu'on a donné nos intentions justement aujourd'hui. Vaut-il mieux confier l'adaptation au japonais directement ou au français? Ça peut sembler bête de poser la question comme ça, mais qui est finalement le plus à même d'apporter l'éclairage nécessaire pour respecter l'œuvre de départ et la confier ensuite au public français? Je pense que travailler à deux en fait, augmente la qualité en fait, et aussi en fait, la certitude de traduction, enfin l'adaptation qu'on a. Parce que par exemple, moi, quand je travaille en manga en binôme, donc je pense que mon rôle est d'abord de donner le premier jet, mais aussi de fournir les informations possibles sur, par exemple, sur ce qui est derrière les paroles, donc quelle, par exemple, nuance ça peut être, aussi des éléments référentiels concernant la culture contemporaine, mais aussi peut-être il y a des choses que l'adaptateur connaît très bien, non, et là je mets le maximum d'informations, donc il y a un côté de traduction, mais il y a un côté informateur. Donc après, les onomatopées, je laisse tout aux Français de finaliser, mais je mets, par exemple, pareil, donc le maximum d'informations, même si le premier et le deuxième onomatopée paraissent presque pareil, je dis, deuxième onomatopée, en fait, c'est un bruit plus fort que le premier, ou bien voilà. Donc je pense que travailler à deux, en tout cas pour les mangas, c'est le plus pertinent. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, effectivement, que travailler à deux, ça permet de trouver des solutions auxquelles soi-même on ne pense pas. Par contre, je voulais revenir un peu sur les deux premières interventions et sur votre introduction. Moi, je trouve qu'il ne faut pas commencer par dire que
le japonais c'est difficile, les mangas c'est difficile, les onomatopées c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Moi je pense que M. Natsume a donné la solution. Vous lisez des mangas, alors ça veut dire que la solution a déjà été trouvée. Ça veut dire que vous avez déjà accepté les différentes solutions qui ont été proposées par les traducteurs, par les éditeurs. Ce qui ne veut pas dire effectivement que c'est pas difficile et que nous, quand on est sur la table et qu'on doit travailler... Ça ne doit pas paraître difficile quand c'est terminé. Et je crois que, puisqu'il paraît qu'en France, les mangas se vendent quand même un peu, eh bien, je crois qu'on a trouvé les solutions. On a trouvé des solutions. Alors, lesquelles, est-ce qu'elles sont toutes bonnes, est-ce qu'elles sont toutes mauvaises? Elles ne sont pas toutes mauvaises, ça c'est mon point. Et le deuxième point, c'est, comment dire, quelle solution, quelle façon, comment il faut traduire les onomatopées, comment il faut traduire le japonais tout court. Je crois que d'abord, ce qu'il faut commencer par dire, c'est ça dépend de quel texte on parle, ça dépend de quel manga on parle. Il y a des tonnes de... Jean-Marie parlait du bruit du bol sur la table dans une cérémonie du thé. C'était un manga de quoi? C'était un manga qui parlait de l'histoire du Japon, c'était un manga qui était plutôt comique. Je pense que selon la catégorie du texte, la solution va être nécessairement différente. C'était un shoujo de base. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne suis pas un traducteur de manga, mais tout récemment, il y a une semaine, j'avais une expérience de traduire les paroles du Premier ministre du Japon. Et à ce moment-là, il fallait que nous devons traduire lettre par lettre. Heureusement, il n'y a pas de onomatopée pour les paroles du Premier ministre. Mais je crois que pour le cas de la traduction de manga, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, pour nous, quand on traduit les paroles du Premier ministre, alors il faut lettre par lettre. Alors que pour les bandes dessinées japonais, pour des lecteurs français, alors il fallait que quand même les Français doivent comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Et donc, comme Ryoko-san disent que ça c'est, il faut voir que si il est possible, alors nous devrions être très loyaux pour les mangas originaux, mais quand même on doit avoir quelques introductions, des idées pour que les Français puissent comprendre l'histoire. Et donc, moi, c'est facile à dire, mais ce n'est pas très facile, je pense, quand on traduit. Mais quand même, donc, ce n'est pas simplement pour être très loyal à l'original, mais on nécessite quelques comment dirais-je, sagesse. Ne vous battez pas. Excellent. Je voulais juste revenir voilà, donc, sur la question de l'onomatopée. Je voulais juste noter 2 points. C'est que le premier point, je pense, enfin, onomatopée, bon, tout le monde dit que l'onomatopée, c'est la spécialité japonaise, ce qui est vrai aussi linguistiquement parlant. Et bien sûr, les onomatopées existaient, disons, grammaticalement parlant, mais ce n'étaient pas les onomatopées qu'on connaissait, les gens du XVIIIe siècle, bien sûr. Et les onomatopées, la liste de onomatopées qu'on a aujourd'hui est essentiellement, en fait, apparu dans le XXe siècle, et surtout dans le manga, il y a les codes d'onomatopées qui s'étaient constitués. Donc, ce n'est pas depuis à l'origine que enfin, les onomatopées existaient comme ça dans le japonais. On a aussi, enfin, ils ont inventé et ils ont constitué de petit à petit les onomatopées, le graphique des onomatopées avec en fait des significations de plus en plus riches. Et aussi, il faut tenir compte du fait que chaque mangaka aussi réinvente les onomatopées qui avant par exemple n'existaient pas. Donc pour les lecteurs c'est nouveau, d'abord on ne sait pas trop enfin de quoi s'agit-il, et au bout de 30 pages
on sent que c'était ça le sens qu'il voulait donner à ce nouvel onomatopée qu'on n'a pas connu. Donc, par exemple, Takahashi Lumiko était vraiment réputé pour ça. Elle a inventé des onomatopées qu'on n'a pas vu. On n'a pas eu ce son-là. C'était nouveau. Et donc, c'était ces onomatopées eux-mêmes qui étaient un atout en fait dans la lecture. Et voilà. Donc, je pense que ce n'est pas on est au début en France de la traduction d'onomatopées. Donc, je pense que comme dit Patrick, on peut s'habituer très vite à des onomatopées concrets, les adaptateurs et les traducteurs, et qu'on peut aussi s'amuser à les inventer, je pense. Excuse-moi d'être un peu long, et juste le deuxième point, il y a donc plusieurs fonction des onomatopées. D'abord, donc le sens. La traduction des onomatopées consiste à traduire le sens. Mais aussi, les lettreurs peuvent traduire la composition, donc qui est le côté graphique des onomatopées, donc comme fonction. Et puis, il y a d'autres choses. La troisième chose, c'est tenir la vitesse de lecture. En fait, les onomatopées, l'invention d'onomatopées a permis aux mangaka d'accélérer la narration, qui fait qu'on peut lire en moyenne un album beaucoup plus vite qu'un BD. Bon, bien sûr, il y a d'autres éléments qui jouent. Donc, ces onomatopées-là, si on ne traduit pas, on perd soit un geste ou bien un sentiment. Et donc ça, je pense que c'est cette onomatopée-là qui est le plus délicat à traduire.